Bonjour les amis, c'est Emma Goldberg sur Radio Plus. Dans mon émission Conversation entre amis, aujourd'hui découvrons Richard Sanderson, sa carrière, l'homme, le compositeur. Nous allons ensemble découvrir tout ce qu'il a fait. Spécial Richard Sanderson, Conversation entre amis. Bonjour, nous voici en direct pour mon émission Conversation entre amis sur Radio Plus by Emma Goldberg. Bien, aujourd'hui, notre invité est Richard Sanderson, compositeur, chanteur très connu. Et nous allons apprendre à découvrir toute sa carrière et tous ses titres. Bonjour Richard, on ne te présente plus, chanteur mythique du célèbre titre Reality. Comment vas-tu ? Je vais bien Emma, je te remercie, ça va bien. Et j'espère que tous les auditeurs aussi vont bien. Nous allons aujourd'hui te découvrir, voir un petit peu ton monde de créateur, ton univers, ainsi que tes nouveautés, parce que tu as une actualité, tu as des nouvelles chansons. Et puis j'aimerais aussi que tu nous parles de toutes les compositions que tu as faites dans ta vie, ta vision de la musique, et puis un petit peu ton univers. Peux-tu nous dire d'où tu viens ? Alors moi je suis né en Angleterre, d'un père écossais et d'une mère française. D'accord. Et mes parents se sont connus en Tunisie pendant la guerre. Et à la fin de la guerre, mon père est revenu en Tunisie chercher sa future femme. Il avait divorcé entre-temps de sa première femme en Angleterre. Et donc, ils se sont installés en Angleterre dans les années après-guerre. Et moi, je suis le deuxième de 3 frères qui sont nés de cette union. Et j'ai vécu en Angleterre jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Et ensuite, mon père est venu s'installer à Cannes. Et à Cannes, ça a été une révolution pour moi parce que je sortais d'un pensionnat anglais avec des règles strictes, tout ça. Et je me suis retrouvé sur la Côte d'Azur, qui est... il y a pire comme changement. C'est vrai. En l'occurrence, c'est une belle région en plus, très ensoleillée. Ouais. Comment est venue la passion de la musique ? As-tu envie ou c'est un concours de circonstances ? À vrai dire, c'est quand j'étais en Angleterre, le sport est très important. Et moi, j'avais un problème de pied parce que j'étais un bébé assez grand et ma mère était une dame assez petite. Et donc, j'ai eu des chaussures orthopédiques, j'ai eu des problèmes, pas pour marcher, j'arrivais à marcher, mais pour faire du sport. Et comme ma mère faisait de l'accordéon et du piano, et du côté de ma mère, tout le monde était musicien, moi j'avais envie de me mettre au piano. Donc à 6 ans, j'ai commencé le piano classique, et finalement c'était un refuge, c'était un bonheur, et puis c'est un truc où je mettais toutes mes émotions, je me réfugiais un peu dans la musique. Donc ça a été mon compagnon depuis toute ma vie, quoi. Tu as commencé vers quel âge le piano ? À 6 ans. 6 ans. Et par quoi tu as commencé ? Du classique, j'imagine ? Oui, à l'école, il y avait que du classique, on n'avait pas le choix. Donc j'aimais beaucoup Bach, Chopin. Chopin, ça me faisait planer quand j'écoutais Chopin. C'est très romantique, nostalgique, très riche en harmonie. Et d'ailleurs, il y a 2 ou 3 valses de Chopin que je continue à jouer de temps en temps aujourd'hui. Donc c'est vraiment des musiques qui m'ont accompagné toute ma vie. C'est magnifique, en plus, c'est les vraies bases de la musique. Ouais. Et comment en es-tu venu à la chanson ? Parce qu'on voit tes études de musique qui t'ont amené vers des compositions, mais la chanson, comment elle est arrivée dans ta vie ? Quand j'ai eu 14-15 ans, on était donc à Cannes, c'était l'époque des booms, tout ça. Mon père, il était fan des Beatles, il revenait chaque fois avec un nouveau 45 tours des Beatles. Ma mère, elle aimait aussi pas mal de chanteurs américains. Ce que je faisais, c'est que je retrouvais l'air au piano des Beatles et je le chantais et ça faisait énormément plaisir à mon père. Je lui chantais Penny Lane, Eleanor Rigby, enfin les tubes de l'époque. C'était un peu pour faire plaisir à mes parents. Et j'ai rencontré des copains qui faisaient de la chanson eux-mêmes, qui faisaient leurs propres chansons à Cannes et on a décidé de monter un groupe. On s'est mis dans un garage, on a commencé à répéter et on a fait un premier concert au Casino de Beaulieu, je devais avoir 15 ans et on était en première partie de je ne sais plus quel groupe et ça commençait un peu comme ça. Et tu étais le leader finalement en devenant le chanteur du groupe. Au début, moi je n'étais pas le leader, moi j'étais le pianiste, j'étais assez timide. Le leader c'était le Patrick Barbero, guitariste chanteur. Et ensuite, j'étais surtout clavier, j'étais pas tellement chanteur, je faisais les chœurs, mais bien des années après, donc j'ai commencé avec un groupe, on a fait quelques disques avec un groupe de rock dans les années 70,
Et ensuite, je suis parti comme géo. Et là, lors d'une saison, le chanteur guitariste du groupe est parti avec une superbe dame dans une Porsche. Et je me suis retrouvé sans chanteur. Donc le bassiste et moi, on a partagé le répertoire qui nous restait. Mais bon, on faisait les chœurs, on chantait un peu. Et là, on a commencé à chanter tous les soirs. Et le Club Med, c'est une très bonne école, hein, parce que tous les soirs, vous êtes sur scène. Donc c'est l'école de la vie et de la musique en même temps. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Comment la proposition du titre Reality est arrivée? Quel est le chemin entre le moment où tu es dans ce groupe au Club Med et Reality? C'est quoi la continuité entre les deux? Bon, au bout d'un moment, le Club Med, j'en avais marre parce que je savais que j'irais. C'était du confort, c'était une belle vie, mais ça ne menait nulle part. Donc, je voulais arrêter. Ils m'ont proposé d'aller faire la zone américaine, ce qu'ils appellent, c'est les Antilles. Donc, je suis parti en Guadeloupe. Et là, j'ai rencontré des Américains qui m'ont dit « mais tu perds ton temps ». Donc, j'ai séjourné un peu aux États-Unis. Je me suis inscrit à Berklee College of Music pour apprendre un peu. Je voulais faire de la musique de film. Et puis, quand j'avais plus de ressources et mon visa était fini, je suis quand même rentré à Paris. Et j'ai rencontré Gérard Berliner, le prof qui n'est plus là, qui lui m'avait fait rencontrer un éditeur un peu rock'n'roll qui s'appelait Pierre Jobert, qui n'est plus d'ailleurs aujourd'hui aussi. J'avais été le voir avec Berliner, lui il n'aimait pas du tout Berliner, mais il aimait bien ce que je faisais, il m'a demandé de lui laisser des maquettes. Donc je lui ai laissé des maquettes de chansons. Alors moi je faisais des chansons et je les chantais sur les maquettes pour que les gens puissent écouter la mélodie, puisque déjà à cette époque, plus personne lisait la musique. Donc ça c'était en 78-79. Et en 1980, j'ai eu 2 malchances qui se sont terminées en une grande chance parce que je devais partir en Espagne avec un groupe où j'étais claviériste et on s'est fait refouler à la frontière espagnole parce qu'on n'avait pas le carnet ATA qui était des papiers administratifs pour pouvoir passer avec du matériel en Espagne. Donc on s'est retrouvé à Perpignan, on a fait la cueillette des abricots pour payer notre retour. Et je me suis retrouvé à Paris au mois d'août, tout seul, sans boulot, ce qui n'arrivait jamais parce qu'on était toujours sur des tournées ou du bal ou des groupes où on accompagnait des chanteurs. Et là, je reçois un coup de fil de Pierre Jobert qui me dit « Oh là là, si tu savais la chance que tu as d'être à Paris aujourd'hui, j'ai parlé de toi, j'ai fait écouter tes maquettes à Vladimir Cosma, il veut te rencontrer. » Donc, le lendemain, je vais voir Vladimir, il me donne la partition, il écoute. J'avais déjà coproduit un album avec des copains, avec très peu de musiciens, mais bon, c'était quand même assez bien fait. Je laisse mon album à Vladimir, il me donne la partition, je rentre chez moi, j'enregistre piano-voix sur un Revox et je lui ramène ça au plus vite. Et il me dit, moi j'aime bien, mais il faut que je persuade quand même toutes les autres personnes qui ont leur mot à dire. Et ça s'est passé comme ça. Et plus ça allait, plus les concurrents étaient éliminés, et plus je me retrouvais tout seul, voilà. Et en fait, tu as été choisi, ça s'est fait naturellement. Oui. Dès le début, Vladimir, il y avait eu le tube de l'été 80, c'était les Corgis, Everybody's Gonna Learn Sometime. Et moi, j'avais une voix proche de ce chanteur-là. Donc pour Vladimir, j'étais la voix du moment. Donc ça aussi, ça m'a aidé. Bien sûr, il y avait une sonorité, il y avait une couleur, il y avait quelque chose qui était dans la tendance. Oui, puis la chanson était en anglais et moi, ma première langue, c'est quand même l'anglais. Donc quand je chantais en anglais, ça sonnait bien. Tout à fait. Et la rencontre avec Cosma, comment ça s'est passé? Coup de foudre artistique? Raconte-nous ton histoire. Dès le début, il avait beaucoup de respect parce que bon, c'était quand même un grand bonhomme que je savais qui il était. J'allais voir ce monsieur qui avait déjà fait beaucoup de musique de film à l'époque, qui avait déjà beaucoup de succès. Et il me regarde et me dit, vous savez, vous avez beaucoup de talent. Alors, venant d'un type comme ça me dit, bon, il doit avoir raison. Alors, on faisait des disques à l'époque, mais le problème qu'on avait tous, les artistes, c'était la promotion. Passer en radio, à la télé, tout ça, il n'y avait que 3 chaînes ou 4 chaînes de télé, 3 radios. Donc, c'était carrément impossible. Et là, je me dis quand même, j'ai un film qui est derrière. Donc, je me suis battu pour que je reste sur ce film-là. Bon, j'ai des anecdotes. Il y a Jobert m'avait dit, il faut que tu refasses une maquette avec des chœurs, avec des harmos. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis revenu voir Vladimir. Il m'a dit, non, c'est pas du tout ça que je veux. Moi, je veux votre voix simple, juvénile, il me disait, sans chichi, comme ça, très simple,
avec que des petites modulations que je me suis permis de mettre. C'est da pa 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 da. Voilà, des toutes petites trucs discrets qui donnaient du charme. Au mois d'octobre, on est parti au studio Trident enregistrer les rythmiques, et comme il m'avait dit qu'il voulait que ça sonne comme un groupe et non comme des musiciens qui lisaient la musique. Donc j'ai dit il faut prendre des musiciens d'un groupe, les faire répéter et pas leur donner la musique. Donc c'est ce qu'on a fait. J'ai répété au studio Trident, qui est un super studio où Elton John avait fait ses disques et tout ça. Donc on a enregistré avec Barry Morgan, le batteur, Richie Hitchcock, le guitariste, etc. Et comme on répétait, je la chantais. Et quand Vladimir est venu écouter les répétitions, il m'a dit, oh là là, il faut vraiment que ce soit toi, ça marche vraiment bien. Voilà, donc là, on m'a confirmé que ça allait être moi. C'est génial. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Moi, j'étais très content parce que je m'étais accroché et que j'allais le faire, et j'avais vu le film quand même plusieurs fois et je trouvais que le film était vraiment bien parce qu'il y avait un rythme dans ce film. Il y avait des acteurs, que ce soit Denise Gray, Sophie Marceau, Bernard Giraudot, Claude Brasseur, Brigitte Fossé, tout ça. Je me suis dit, écoute, s'il y a une bonne promo, ce film va marcher, ça va faire du bien. Et le film, il n'a pas eu beaucoup de promotion parce que c'était quand même un film à petit budget par rapport à ce que faisait la Gaumont. Et c'est uniquement le bouche à oreille. C'est les gens allaient voir le film et les jeunes, ils retournaient voir le film. Ça fait que les gens, ils allaient 2-3 fois voir le même film dans une salle de cinéma. Donc, les radios qui n'en voulaient pas et même les maisons de disques n'en voulaient pas. Personne n'en voulait. On nous disait, oh, c'est un slow. C'est en anglais. On était à la sortie de La Fièvre du samedi soir, qui était l'époque disco. Bon, il y avait quand même cette belle balade How Deep Is Your Love des Bee Gees, mais les radios ont été obligées de passer le titre parce qu'ils recevaient un courrier de gens qui voulaient. Et comme le single n'était pas sur le marché, bon, les gens ont commencé à acheter l'album, mais ils ont réclamé le single. Entre Noël 80 et le Nouvel An, c'est là que ça démarrait en flèche. Quand moi je suis rentré de chez mes parents pour les vacances de fin d'année, j'ai un copain qui m'avait laissé, on avait des répondeurs, vous savez, à cassette. Ouais. Écoute, mets Europe ou RTL, tu vas voir, et tac, je le mets et je tombe et je l'écoutais sur un tout petit poste. Et on dit souvent quand on entend un mix sur un petit poste, on se rend compte de quelque chose qu'on ne se rend pas compte quand on écoute dans des gros bars. Il y avait cette reverb que ça avait été mixé à Paris par William Flageolet au studio Davout. Grand ingénieur du son. Ah oui, et grand studio. Et grand studio. Et au studio Davout, ils avaient cette reverb naturelle qui était une pièce qui servait de reverb. Voilà, ils avaient un haut-parleur et un micro, ils se servaient de ça. Et c'est vrai que ça donnait une certaine magie. J'ai une petite question très personnelle, une sur le passé, une sur le présent. Ça t'a fait quoi de découvrir le studio Davout? Qu'as-tu ressenti quand le studio Davout a fermé ses portes? Moi, je suis retourné souvent à Davout puisque j'ai fait un autre album avec She's a Lady qui a assez bien marché aussi, mais qui n'était pas pareil. Oui, ça m'a fait triste parce qu'en plus, c'était un des derniers grands studios où on pouvait mettre beaucoup de musiciens. Il y a le studio Guillotel maintenant qui suit, et lui, c'est vrai qu'il était plus à jour. Chamberlain et le studio Davout, ils étaient restés un peu à l'ancienne. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne sont pas restés dans la course. Mais oui, c'est dommage. Mais vous savez, maintenant, avec le matériel, vous savez, dans les années 80, déjà, ils ont commencé à lancer ce qu'on appelle le home studio. Le matériel de home studio, il est né dans les années 80, avec les radios libres, tous ces départ de nouveaux talents, de nouvelles radios, c'était extraordinaire, les années 80 pour ça. Oui, je fais partie de cette génération qui en a bénéficié. Et même si j'ai enregistré dans des studios parisiens aussi, j'ai démarré comme ça. Après, quand tu as commencé à voir ton nom partout, es-tu resté que l'image de ce titre ou as-tu continué à écrire à côté pour d'autres gens et à développer ta carrière de compositeur? Moi, je me suis au départ concentré à faire un album derrière parce que j'avais un manager, il me pressait pour faire un autre truc et moi je pensais non, tu sais, ça a duré longtemps. C'était numéro 1, je pense, de janvier jusqu'à l'été. En plus, l'été, j'ai fait la tournée de Radio Monte Carlo en première partie d'Eddie Mitchell. J'ai fait des tonnes de galas, c'était vraiment super. Moi, je suis toujours un peu lent à la détente. Moi, de toute façon, je me suis aperçu que j'étais connu plutôt l'année d'après quand je suis allé en Italie, où en Italie, c'était la folie. Carrément. Je ne pouvais pas sortir de l'hôtel. Il faut dire que le film, moi on ne me voit pas dans le film, j'ai pas fait énormément de télé. C'est pas une chanson
que j'ai fait 15 télés pour la faire connaître. C'est le film a fait connaître la chanson. Et j'ai commencé à faire des télés des mois après. Une fois que j'étais numéro 1 au bout de 2 mois, les télés ne pouvaient pas me refuser. Donc par contre en Italie, j'ai fait l'émission Dominicaine, c'est un peu le Drucker italien de l'époque. Ensuite, il y a des tonnes de télés privées et pirates qui passent ça régionalement. En Italie, c'était voilà, quand je sortais, il y avait une émeute, quoi. C'était ça. Bon. Mais je suis toujours resté la tête froide et c'est un peu mon caractère, ça. Bien sûr, et je pense que c'était nécessaire dans cette période d'effervescence, je pense. Ah ben, il fallait, hein, parce que vous savez, après, vous avez la pression. Bon, c'est vrai que Reality, c'était tellement énorme que je sais que quand j'ai sorti She's a Lady l'été, ça a été boudé. C'était des grandes radios, les radios libres, bon, eux, ils passaient. Après, on me disait, il faut faire autre chose, et je faisais plus rien. She's a Lady. Après, j'ai fait un autre album avec les producteurs de Five Letters. Je sais pas si ça te parle, ça. My Sweet Dawn, ils avaient fait un tube, ils avaient une couleur, donc j'ai fait un titre avec eux qui s'appelait Sun, qui était assez joli. Mais pareil, j'étais un peu boudé, je sais pas. Ensuite, on m'a dit il faut écrire pour les autres. Là, j'ai eu la chance de rencontrer La Roche-Valmont. J'ai écrit sa chanson T'as le loup coco. Puis il était numéro 4. Donc lui, il a cartonné. Après, je suis redevenu un peu compositeur, fait des chansons pour d'autres personnes. Mais quand même, ma carrière allait en descendant. Ensuite, en 2007, le film Reality en Allemagne avait eu un succès mitigé. Par contre, quand le film est passé à la télé en 1986, la chanson est redevenue numéro 1 en 87. Donc, je suis parti en Allemagne faire de la promo. Enfin, c'était déjà numéro 1. Et là, j'ai refait un album avec des producteurs que j'ai rencontrés à Munich, qui étaient très sympas. Et j'ai fait un album qui finalement n'est pas sorti en France, qui s'appelait Anytime at All. Par contre, il est sorti en Asie et j'ai une chanson qui s'appelait When the Night Comes, qui était, je crois, numéro 5 au hit parade en Chine, Japon, par là. Voilà. Oh mon Dieu, quelle carrière! Oui. Quelle carrière, c'était important de le souligner. Moi, j'ai plusieurs questions là qui viennent, très sincèrement. La première, comment s'est fait ta rencontre avec La Roche-Valmont? Et la deuxième, qu'as-tu ressenti la première fois que tu as vu que tes titres étaient super bien accueillis en Chine? Parce que la Chine, c'est quand même un marché extraordinaire. Oui, c'était... Bon, en Chine et au Japon, Reality avait été un carton aussi. Donc, ils attendaient un peu. Alors, pour l'histoire de la Chine, quand j'ai fait cet album-là avec les Allemands à Munich, là, au studio là-bas, bizarrement, l'album n'est pas sorti en France. Pourtant, on avait un titre qui était édité par des éditeurs français. Il dit oui, ça va marcher, c'est bien. Bon, il n'est pas sorti. Il est sorti en Allemagne, il est... succès mitigé. Et un jour, c'était chez Warner, il m'appelle, il me dit voilà, on va vous préparer une tournée en Asie et en même temps, on aimerait que vous tourniez un clip en Chine avec un réalisateur chinois. Et tout. J'ai dit oui, génial. Donc je suis parti en Chine et j'ai tourné un clip sur cette chanson-là dans des décors avec des dragons, des trucs. Non, c'était génial comme expérience. Et j'ai fait une tournée avec la Corée du Sud, l'Indonésie, la Thaïlande. Et cet album s'est bien vendu en Chine. Et enfin dans toute l'Asie. Pour La Roche-Valmont, j'avais un copain qui est plus là d'ailleurs, Georges Spitzer, qui était mon photographe. Il faisait des très très belles photos. C'était un ami et un jour, il me dit j'ai un copain qui est patron de presse parce que lui il faisait des photos pour des magazines aussi, des magazines sur l'automobile, tout ça. Donc il me présente Jean-Quentin Gérard, donc de son nom d'artiste La Roche-Valmont. On était beaucoup sollicités par plein de gens qui voulaient faire des disques. C'est vrai que dans les années 80, c'était rentable de faire des disques. Pas comme maintenant. En plus, souvent, c'est des gens qui n'étaient pas vraiment des chanteurs ou qui n'étaient pas des très bons chanteurs qui faisaient des disques. En studio, on réparait ça, puis les télés, ils faisaient en playback, voilà. Donc moi, j'étais un peu méfiant. Mais il m'amène ce texte, donc j'avais laissé ce texte à le loup coco sur mon piano, et je passais devant, et un jour, je me suis dit, mais on dirait une pub, ça, t'as le loup coco. Et donc, j'avais un copain qui était là, on a fait une tournerie groove, on a dit, on va faire un truc un peu dansant, et la chanson était pondue en 15 minutes. Extraordinaire. Comme je dis souvent, celle-là, 15 minutes et elle me rapporte encore aujourd'hui. Et j'ai des chansons, j'ai mis 6 mois à finir et elles n'ont jamais marché, comme quoi. Ah, c'est rigolo. Quand tu as présenté le produit fini, quelles ont été les réactions du chanteur et du reste de l'équipe? Ah ils étaient enchantés. J'ai été voir Gérard Bangalter, qui est le frère de Thomas Bangalter, l'oncle de Daft Punk, enfin producteur de la compagnie créole et tout ça. Lui, il était charmé et comme on voulait démarrer
démarrer la promo par les boîtes, parce que La Roche-Valmont, personne n'était connu. On a été voir un gars qui s'appelait Philippe Renaud, qui avait une boîte qui s'appelait Pianola, que je connaissais, qui était un ancien chanteur, qui avait monté un label de musique de danse et qui marchait bien. Et pareil, ils ont dit, ah mais nous on adore, c'est super. Ils ont eu l'idée de faire jouer la rythmique par les Gibson Brothers. D'ailleurs, je suis triste parce que Patrick est décédé du virus il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, Christian et Chris et ses deux frères, ils sont encore tristes et endeuillés. Mais bon, c'est eux qui ont fait la rythmique. Et quand je l'ai vu passer à Drucker, j'ai dit ça va cartonner parce que la tournerie, on a également eu la chance d'avoir Patrick Blanc-Francard qui a mixé le titre parce que c'est tellement important le mix aussi. Ça, c'est un morceau que je le fais encore dans les galas des années 80, je le fais en duo avec Sloan et ça marche très très fort. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce qu'en plus c'est un vrai tube et on aime cette époque où il y avait une chaleur dans les musiques, dans les chansons, même dans les textes, une sympathie, presque une insouciance d'ailleurs. Absolument, t'as raison, il y a une légèreté et bon, t'as le look Coco, c'est rigolo, on cherche pas à faire une philosophie, c'est un truc marrant, quoi. Et c'était fédérateur en plus. Parce que ça nous avait plus ou moins unis. Et il y avait un look à un moment donné, t'as le look Coco. Il y avait un look dans les écoles et chez les jeunes de l'époque, si tu te souviens. Il y avait eu une look Coco-mania, si j'ose dire. C'est vrai, et l'expression avait voyagé. Il y avait même un jour un journaliste qui avait dit à Georges Marchais, t'as le look Coco. Là, c'est l'expression qui s'oppose. Ouais. Et après tout ça... comment as-tu organisé ta vie de compositeur et de chanteur? Ça devenait de plus en plus dur. Comme chanteur, on commençait à m'oublier un peu. Bon, j'avais fait cette tournée en Indonésie, mais j'étais revenu très fatigué de cette tournée-là. Et ensuite, dans les années 90, j'avais envie de faire autre chose. Donc, j'ai commencé, je voulais faire de la musique de télé ou de cinéma. Donc là, je me suis branché avec une boîte qui faisait des films institutionnels. Ils avaient besoin de compositeurs. J'ai commencé à bien travailler avec eux. Par cette société, j'ai rencontré Xavier de Fontenay et Geneviève de Fontenay, qui m'ont demandé de faire les musiques pour Miss France, ce que j'ai fait pendant 10 ans. Et Xavier de Fontenay, un jour, il a pris son téléphone, il a appelé Daniel Costel, il a dit j'ai appris que tu fais une nouvelle série pour TF1 sur les oubliés de la Libération, il faut que tu prennes Richard comme compositeur. Et Daniel disait mais non, mais c'est le compositeur pour les Miss. Et Xavier disait mais non, il sait tout faire. Donc je suis allé voir Daniel Costel, il m'a expliqué ce qu'il cherchait. J'ai fait une maquette le week-end et je suis retourné le voir lundi avec un thème et il a été séduit et j'ai bossé avec lui pendant 10 ans. C'était super. Oh, c'est génial, c'est vraiment génial. En fait, ta vie est une succession de rencontres. Oui, avec des périodes, des traversées du désert aussi. Hein. Quand j'ai commencé à travailler avec Costel, je crois que c'était en 92, 90, 91, je me cherchais un peu, quoi. Oui, mais tu as toujours su rebondir et tu as toujours su avancer et finalement fait les bonnes rencontres au bon moment. On m'a toujours appris que c'est toi qui vas à l'arbre, c'est pas l'arbre qui vient à toi, comme on dit. Visiblement, et dans ce que j'entends pour l'instant, tu étais toujours au bon endroit au bon moment. Souvent. Ça s'est pas joué à grand chose finalement. Non, mais oui, c'est vrai, j'ai eu de la chance, mais aussi j'étais tenace, et puis surtout quand j'avais une occasion de faire quelque chose, je passais la nuit s'il fallait pour faire une bande démo, pour être sûr que j'avais donné mon maximum, que si jamais ils me prennent pas, c'est pas parce que j'ai pas essayé, mais c'est parce que j'étais pas ce qu'ils cherchaient. Extraordinaire. Ça, c'est vraiment un très très beau témoignage. Et en général, comment arrives-tu à faire ces chansons et ces musiques sur commande? De quoi t'inspires-tu pour ces musiques sur commande? Quand je travaillais avec Costel, lui il me faisait lire le scénario, il me donnait pas trop d'indications. Mais je crois qu'entre un réalisateur et un compositeur, si on aime les mêmes choses, ça marche bien. J'ai travaillé avec d'autres réalisateurs de télé, on n'était jamais d'accord, ça a été très difficile de travailler avec eux. Là, il y en a encore un ou deux avec qui je travaille aujourd'hui parce que je sais qu'on a la même vision des choses, donc ça va être agréable de travailler avec lui parce que quand on fait un truc, on trouve c'est super, il n'aime pas du tout, on se pose des questions et c'est toujours difficile de revenir. C'est facile d'y aller, difficile de revenir. Donc moi, c'est tout ce qui est inspiration, ça vient d'émotion, je pense que c'est ça. Souvent, je vais me mettre au piano parce que c'est bon,
piano, c'est mon premier instrument. Enfin, j'ai fait de la guitare, j'ai fait d'autres instruments aussi, mais le piano, c'est, vous savez, vous avez toutes les notes devant vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au piano. Vous n'êtes pas limité. Une guitare, vous avez 6 cordes. Un piano, vous avez 88 notes. Hein. Donc, c'est où alors j'ai un thème qui me vient à la tête. Et donc, dans ce cas, je vais jouer le thème et je vais l'harmoniser. Ou alors, je vais faire une suite d'harmonies et quelque chose va me venir. Moi, c'est comme ça que je travaille. Et le piano, c'est presque visuel finalement. Quand on a les 88 notes sous nos yeux, c'est presque visuel. D'un seul coup, instinctivement, on va aller vers certaines harmonies plus que d'autres selon sa sensibilité. C'est propre à chaque compositeur. C'est ça. C'est un peu C'est exactement ça. Le piano, c'est mon compagnon de ma vie. C'est celui qui est toujours avec moi. D'ailleurs, moi je joue au piano les yeux fermés. C'est comme Montagnier, on a tellement l'habitude que c'est une prolongation de nos bras. C'est ton confident, comme le mien d'ailleurs, comme le mien. Oui, c'est un confident. C'est vrai que quand on est un peu blues dans la tête, eh ben lui il peut encore vous l'accentuer le blues et il peut vous égayer aussi parce que quand vous trouvez quelque chose de beau, ça vous fait tellement plaisir, ça vous égaye et même dans les périodes où on va pas bien, le fait d'avoir fait une belle mélodie, ça vous remonte le moral. Ah, ça c'est clair. C'est pas moi qui te dirai le contraire. Et entre 92 et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les thèmes que tu as pu écrire, les films, les musiques de films, les chansons que tu as eu envie de défendre, les thèmes que tu as... As-tu eu une liberté de composer, de composition, de chanter? Quels ont été tes moments forts? Dans les années 90, j'ai pas tellement chanté, j'ai pas tellement fait de chansons. J'ai fait quelques chansons pour des téléfilms, dont une était chantée par Sandy Valentino, qui était bien chantée. C'était un film sur la fête des mères. Et j'ai fait beaucoup de musique instrumentale pour Costel. On a fait, je sais pas, 15 ou 20 films en 10 ans. J'ai travaillé aussi sur la série Un siècle d'écrivains pour Bernard Rapp. Donc c'était extraordinaire. Je me rappelle, j'avais envoyé une lettre à un vieux copain des années 80. J'ai dit, tu te rends compte, j'ai trouvé un milieu où les gens sont honnêtes, intelligents, ils savent ce qu'ils veulent, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 80. Donc j'ai travaillé dans le milieu du documentaire et pour moi c'était une bénédiction parce que c'était moins prisé que la fiction, les gens se battaient pas pour faire voilà, et puis finalement comme c'était des bons, ils sont repassés souvent, rediffusés, donc c'était quand même rentable au niveau droit d'auteur. Et également dans les années 90, donc j'ai eu mes enfants, 3 filles. Et au même moment, ce qui est marrant, c'est qu'on m'a proposé de produire des disques pour enfants. Et j'en ai produit, je pense, en 50 ou 60 CD avec une chanteuse qui s'appelait Lillian Davis, qui était la voix de Barbie à la télé et la voix de Charlotte aux fraises dans des dessins animés, qui est devenue une amie. Et on a produit, 60 ou 70 CD pour enfants jusque dans les années 2002-2003. Après, le CD a commencé à disparaître. C'est vrai, c'est vrai. Et après cette période, quels ont été les sujets qui t'ont inspiré en écriture, en chanson? Quelle a été la suite de ton opus finalement de compositeur? Après j'ai recommencé comme en 2003, j'ai re-signé avec Sony pour faire un album, mais c'était l'époque où on voulait qu'on fasse des compiles tout le temps. Donc c'était des reprises. Donc j'avais fait un album sur les plus belles ballades d'amour du cinéma chez Sony. Le problème que j'ai eu, c'est que j'avais un budget au départ pour faire l'album. Ensuite, on baissait le budget et on baissait. À la fin, j'avais pas vraiment le budget que j'aurais voulu avoir pour faire l'album dans les conditions que je voulais. Donc je l'ai fait quand même. L'album n'a pas marché. Donc après, j'ai commencé à continuer la musique pour la télé. Et il y a eu en 2007 le début des tournées des années 80 qui étaient lancées par Olivier Kieffer et Hugues Gentelet. Donc moi, j'étais dans les premières tournées. Ça, c'était vraiment sympa parce que c'était tous les vieux compagnons des années 80 qui avaient perdu de leur ego, certains. Donc tout le monde était content d'être à nouveau sur ces tournées-là. Il y avait une ambiance formidable, vraiment de colonie de vacances dans le bus et ça cartonnait. Tous les zéniths étaient pleins. Les gens venaient avec leurs enfants ou leurs parents. Il y avait 2-3 générations. Il y avait ceux qui avaient acheté ces disques, les écoutaient, et il y avait les enfants qui avaient entendu leurs parents les écouter. Et là, on s'est dit, bon, ça va durer quelque temps. Là, c'est interrompu à cause de ce qui se passe en ce moment. Mais moi, j'avais quand même 60 dates cette année. Ouais. Donc,
entre Star 80, autour des années 80, il y a différentes tournées et les galas qu'on fait, des petits plateaux qu'on produit où on est 4-5 artistes. On est là content de voir les gens venir nous écouter et prendre du plaisir surtout. Donc du coup, en 2011, j'ai enregistré un autre album qui s'appelait Récréation. Alors ça, c'est un producteur qui m'avait dit tu vas reprendre les titres qui t'ont donné envie de chanter. Donc j'ai repris les Beatles, Billy Joel, Elton John, enfin les groupes qui m'ont donné envie de chanter, avec des bons moyens, avec des musiciens, parce que je voulais faire un album avec des musiciens, pas avec des synthés, des séquences, quoi. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est sorti, ça a un petit peu marché, et dernièrement, j'ai fait un autre album, parce que ma boîte elle marche assez bien. J'ai trouvé d'autres marchés, notamment, c'est les parcs d'attractions et musées nouvelle génération. J'ai fait un truc pour Tiger World, qui est un spectacle de tigre pour le zoo d'Amnéville. J'ai fait un truc à Lausanne qui s'appelle Aquatis, qui est un musée pour sensibiliser les gens sur la richesse de l'eau douce et la préciosité de l'eau douce, tout ça. Donc c'est des gros chantiers où il y a 2 ans de boulot, beaucoup de musique, beaucoup de sons à faire, mais ça a bien renforcé ma société. Et donc en 2018, ma société m'a produit mon dernier album, qui je pense qu'il va être mon dernier, qui s'appelle How to Be Elegant. C'est parce que quand j'étais sur les tournées, Jean Choutès, il disait toujours « Ah, voilà l'élégant qui arrive ». Il avait toujours un mot gentil pour moi. Il me disait « Oui, l'élégance ». J'ai dit « Vous savez, élégant, c'est un mot français que les Anglais ont pris quand même ». Voilà, donc, et cet album-là, c'est toutes les chansons que je n'ai pas sorties qui étaient dans mes tiroirs. Il y en avait 35. J'ai pris les 15 meilleurs. Et puis ça marche un petit peu. Bon, maintenant, ça passe pas sur les grandes radios parce qu'ils ont des playlists, ils n'ont plus le droit de passer ce qu'ils veulent. Mais ça passe sur certaines radios indépendantes. Et puis grâce à Internet, j'en ai vendu pas mal dans les pays asiatiques, comme la Corée, le Japon et l'Indonésie. Et quel est le nom de ta société pour nos auditeurs? Alors c'est Gold Records, voilà, qui existe depuis 2003. Ah, c'est extraordinaire. Et tu produis à travers cette société des musiques, des albums, des spectacles? Alors j'ai produit beaucoup de bandes son. Là je travaille pour l'énergie atomique de Grenoble par exemple. C'est des espèces de spectacles hors normes, des projections gigantesques avec des effets, des trucs comme ça. J'ai produit aussi un jeune qui s'appelle Enzo qui a 12 ans, que je trouve qu'il a une voix extraordinaire. Mais c'est assez difficile parce que maintenant la musique est aux mains de grosses sociétés, de chaînes de télé. C'est difficile de faire connaître les jeunes. Et pour eux c'est beaucoup plus difficile, à moins de passer par le circuit télévision, où là, après, on est un peu prisonnier de contrats assez sévères. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai écouté tes nouveaux titres que tu as eu la gentillesse de m'envoyer. J'ai adoré Follow Your Dreams, bien évidemment. J'ai adoré Hurry Up, qui m'a fait mourir de rire avec un humour absolument, j'ose dire British finalement. Oui, oui, c'est ça. C'est un humour décalé. Et je me suis laissé dire que tu réalisais avec ta société tes clips aussi. Oui, oui. Alors parle-nous un petit peu de ces nouveautés que j'ai écoutées, que j'ai adorées, qui m'ont fait voyager. Quand j'étais au stade des maquettes de l'album, j'avais pas encore enregistré en studio. J'ai un copain qui a fait des films fantastiques avec qui j'ai travaillé comme compositeur. Je lui avais envoyé quelques titres et lui il m'a dit t'as un titre, on dirait un truc de James Bond. Je dis ben oui, figure-toi que dans les années 90, j'ai découvert que à travers ma femme avec qui j'étais à l'époque, elle était une cousine éloignée de Pierce Brosnan. Et quand on a appris qu'il allait faire le nouveau James Bond, on a dit ben je vais lui envoyer une chanson pour lui proposer qu'il mette dans un film. Voilà. Il faut tout essayer. Et donc là, je sais pas s'il a jamais reçu cette chanson, mais c'est une chanson que j'avais fait un peu dans l'esprit Live and Let Die de Paul McCartney, avec un passage solo, un passage instrumental au milieu. Et cette chanson-là, je l'ai envoyée donc à ce récepteur. Il me dit on va faire un pastis de James Bond. Donc lui, il est venu avec un scénario qui m'a plu, qui était beaucoup d'humour, puisque à la fin, on s'aperçoit que il n'est pas du tout ambition, il est à la retraite. Et quelques années après, j'ai rencontré Pierce Brosnan sur un tournage où j'ai appris qu'il cherchait des gens qui savaient jouer au golf et parler anglais. Donc je suis allé 2 jours de tournage à Chatou, au club de golf, et j'ai tourné dans un film qui s'appelait Escroc pas trop, avec Emma Watson et Pierce Brosnan. Donc je lui ai parlé et on a un copain en commun dont on a parlé et il m'a dit qu'il n'avait jamais reçu la maquette et de toute façon il n'avait pas le pouvoir pour faire grand chose. Il était déjà content d'être engagé pour faire James Bond. Donc j'ai dit là je vais le mettre dans l'album et Philippe Robert on a tourné
avec des effets spéciaux. On avait même une Aston Martin qu'un copain devait me prêter. Le matin du tournage, impossible de la faire démarrer. Donc on a été louer une Porsche parce que dans un des James Bond de Pierce Brosnan, il roule en BMW. Enfin bref, il nous fallait une voiture comme ça. Et on a pu quand même boucler en 4 jours de tournage. On a tourné au château de Beauregard aussi, aux Ulysses. Donc on a fait un beau clip un peu à la James Bond. Voilà. Ensuite, on a tourné on a fait un autre clip de l'espace. Alors moi j'ai eu une grosse opération il y a 2 ans et j'avais 1 mois de repos et j'ai fait un stage avec un de mes anciens élèves en chant parce que oui, j'ai donné des cours aussi dans un conservatoire pendant 10 ans. Je donnais des cours de MAO. C'était très enrichissant et un de mes élèves est un spécialiste des effets spéciaux, donc il m'a installé un programme qui s'appelle After Effects et il m'a appris à m'en servir pendant le mois où j'étais confiné parce que j'étais en convalescence. Donc on a fait ensemble le clip dont tu parlais là de l'espace et ensuite j'ai tourné le clip dans une maison de retraite de Hurry Up avec des vrais retraités qui étaient ravis parce que on avait quand même des comédiens avec nous pour faire le médecin tout ça et c'était des gens qui étaient tellement gentils, ils ont fait des blagues. Il y en a un, il a commencé à draguer les vieilles dames et tout, donc elles étaient tellement ravies. C'était vraiment un beau moment, ça. Il y avait, j'ai reconnu dans le clip Monsieur Marcel Ebault, que je salue. Ah, tu connais Marcel? Un petit peu, oui. Très gentil, très gentil. Oui, il est génial. Oui, très très gentil et je le salue au passage. Les prochaines chansons, où est-ce qu'on va pouvoir les trouver? Hurry Up, Follow Your Dreams. Bien évidemment, on va en diffuser sur Radio Plus. Comment on peut te trouver avec tes nouveautés? Parce que tu n'arrêtes jamais finalement. C'est plus une interview, c'est le fabuleux destin de Richard Sanderson. Oui, bah écoute, j'espère encore continuer longtemps. Moi aussi. On peut me retrouver par les pages Facebook. C'est quand même, on peut dire ce qu'on veut sur Facebook. Il y a sûrement des trucs bien, des trucs pas bien, mais c'est vrai que on peut vous retrouver et vous contacter n'importe qui dans le monde grâce à Facebook, donc c'est quand même bien. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un site richardsanderson.com où j'ai plusieurs pages, j'ai ma société Gold Records, mon activité de chanteur, des nouveaux talents qu'on va essayer de produire aussi, et puis oui, Facebook, et puis ma chaîne YouTube. Et en allant sur Facebook, si vous cliquez sur un de mes clips, vous tombez sur ma chaîne YouTube. Voilà, tout simplement, c'était le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire pour terminer à tes fans? Je vais toujours rester là à faire une musique que j'espère être gai, positive, plein d'espoir et diffuser du bonheur. Puis voilà, je ne suis pas prêt de m'arrêter, je vais continuer tout le temps, de toute façon. Voilà. J'espère que tous nos concerts, comme la tournée Star 80 qu'on devait faire cette année, moi j'étais dessus, qui donnent vraiment beaucoup de bonheur aux gens. C'est un peu comme une messe. Les gens, ils viennent ils sont baignés dans les années 80, ils viennent habillés comme les années 80. Tout le monde a respecté parce qu'on est en live, mais on joue avec les mêmes sons que les années 80. Et je sens quand je vois le bonheur sur les gens, ou même dans les petits plateaux, même la boom, bon c'est vrai que la boom, à des moments j'en avais marre, mais quand je vois le bonheur qu'il y a sur le regard des gens quand je chante cette chanson, je dis ben voilà, au moins j'ai servi à ça. Ça, c'est une certitude et je pense qu'aujourd'hui, nous avons aussi découvert le grand compositeur que tu es. Nous avons appris plein de choses et je pense que tous tes fans vont te suivre aussi à travers tes nouvelles musiques parce que personnellement, j'ai beaucoup aimé ce que tu produis en ce moment, ce que tu crées et j'invite tous les auditeurs à te rejoindre et à bien sûr s'abonner à ta chaîne. Voilà, c'est la fin de Conversation entre amis spécial Richard Sanderson. Merci encore du temps que tu m'as accordé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine session de Conversation entre amis by Emma Goldberg. Merci Emma. Merci à toi. Merci. Different kind of life, a life that will lead you
different world. What if we lose our love by living far away? And all my dreams come true. I fall in love with you, love with you. Ooh, loving you, baby, on a beautiful day. Ooh, loving my baby, it's a wonderful day. A love that gives us a happiness every day. So don't go asking if I'm wrong or if I'm right. What will it take for you to believe what I say? And all my dreams come true. I fall in love with you, love with you. Ooh, loving your baby on a beautiful day. Ooh, loving my baby, it's a wonderful day. And all my dreams come true. I fall in love with you, love with you. And all my dreams come true. I fall in love with you, love with you. Well, I hope it is anyway. My aging blood is like an enemy. Treat me like I need and I will be happy. I'm like a ship that's sailing funky. Let me tell you now, it's an emergency. So hurry up, make me happy, 'cause we have no time to lose. Hurry up, make me happy, 'cause we don't play by the rules. Hurry up. Are we the one that you were waiting for? Helpless words are naked and nothing is true. This is the best that I can do for you. Let me tell you now, it's an emergency. So hurry up, make me happy, 'cause we have no